C'était 5 jours de congrès de myologie après 5 ans du dernier congrès, donc 5 ans, 5 jours. Et ça permet en même temps de faire un peu le bilan de ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années. Il y a 5 ans, on avait des candidats médicaments qui étaient au stade préclinique et qui commençaient à rentrer en clinique. Et aujourd'hui, on parle de produits qui sont en phase d'autorisation de mise sur le marché. Donc il y a des demandes qui sont déposées auprès des agences de santé pour la reconnaissance de ce traitement et ce remboursement. Alors ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais ça montre quand même les progrès qui ont été faits sur ces 5 ans. Et les médicaments qui sont aujourd'hui discutés auprès des agences, c'est soit des molécules pharmacologiques qui stabilisent la maladie, c'est le cas dans la myotrophie spinale, soit des molécules beaucoup plus innovantes qu'on appelle des antisens, qui sont capables de moduler des gènes, et c'est le cas pour la myopathie de Duchenne. Il y a des antisens qui, différentes chimies, parce que ce sont des molécules synthétiques, mais qui interfèrent avec le fonctionnement des gènes, qui ont passé tout le cap des essais cliniques et qui sont en train d'être discutés âprement avec les agences de santé. On a parfois des déceptions parce que les agences sont très réticentes pour plusieurs raisons. Parce qu'on a du mal à mesurer, objectiver statistiquement et sur un nombre limité de malades la réalité statistique des effets qui sont observés, qui sont indéniables, mais il faut le démontrer statistiquement et c'est assez compliqué. On a eu pendant longtemps du mal à mesurer la force, mesurer la mobilité. Il y a des outils qui ont été développés depuis, dont on a parlé aussi pendant ce congrès, et qui entrent de plus en plus dans les essais cliniques et qui vont s'imposer comme des outils d'évaluation fiables et qui vont répondre justement à ces questions-là. Il y a aussi le fait que les agences ont un peu de mal avec des maladies rares. C'est une maladie rare, chronique, invalidante. Ce n'est pas tout à fait ce qu'elles ont l'habitude de rencontrer. Et les critères qui sont habituellement établis pour des maladies fréquentes ne peuvent pas être utilisés pour des maladies rares. Donc, il y a un processus d'éducation à avoir aussi avec les agences réglementaires. Et donc on progresse sur le plan scientifique, c'est une vraie explosion des connaissances. Toutes ces applications qui sont parties souvent de la myopathie Duchenne, puis vers la myotrophie spinale, sont en train de gagner d'autres maladies qui touchent des enfants ou des adultes, la dystrophie myotonique de Steinert, la FSH, il y a des applications qui s'ouvrent à beaucoup de maladies. On continue de découvrir des gènes parce que la recherche fondamentale doit continuer. On connaît peut-être les 3/4 des gènes responsables des maladies neuromusculaires. Je dis peut-être parce qu'on découvre toujours d'autres maladies et d'autres gènes. Mais en tout cas, on a à découvrir d'autres gènes responsables de celles qu'on connaît déjà, ces maladies. Et puis mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques. La recherche fondamentale doit continuer parce que c'est de là que vient l'innovation. Et cette innovation, elle est au stade des essais cliniques pour, on l'a vu, pas mal de maladies. C'est un peu ce bilan qu'on peut faire aujourd'hui. Donc il y a eu 5 ans d'avancées majeures. Des hauts et des bas, mais aussi quand même des hauts, ça c'est le plus important. Et moi j'attends avec impatience le prochain congrès myologie parce qu'il est évident que ce dont je parle aujourd'hui sera déjà plus tout à fait à jour dans 3 ans. Il y aura des produits sur le marché et il y aura de nouveaux médicaments appliqués pour de plus en plus de maladies. Il y a eu un moment fort dans ce colloque, il y en a eu d'autres, mais celui-ci est quand même un peu spécial. C'était le jeudi du congrès, avec la présentation par Jerry Mendel de ses résultats dans la thérapie génique de la myotrophie spinale, chez des bébés. C'est dans les formes les plus graves de la maladie, qui touchent 50% des malades. Ces bébés ont une espérance de vie qui est extrêmement courte, ils sont sous assistance respiratoire la plupart avant 1 an quand ils atteignent cet âge-là, donc c'est vraiment une forme très très sévère de la maladie. Et la thérapie génique a montré des bébés qui étaient capables, des enfants qui étaient capables de s'asseoir, certains d'être debout 2 ans après l'initiation du traitement, c'est un traitement unique. Et ça, c'est vraiment, on voit des vidéos, on voit la réalité des effets qui sont vraiment très très forts. Mais il faut rester prudent parce qu'il faut s'inscrire sur le long terme, il faut multiplier ces essais-là, parce que la maladie a aussi des variations dans son expression.
Mais il est clair que ça démontre les progrès qui ont été faits parce que c'est la quantité de produits thérapeutiques la plus importante qui a été administrée chez des humains et en plus chez des bébés. Et on sait aussi de cette étude-là ce qu'on percevait déjà dans les études animales, c'est qu'il faut traiter le plus tôt possible. Plus on intervient tôt, mieux c'est. Et ce sont des essais qui ont été initiés chez des enfants de moins de 7 mois. Et si on traite plus tard, les effets sont beaucoup plus difficiles à observer, voire ne sont pas observés. Donc on apprend sans jeu de mots en marchant. Mais c'est vraiment un moment très fort de ce congrès. C'est en plus une innovation française parce que les premiers à avoir travaillé sur cette thérapie-là, c'était Martine Barkatz et à l'Institut Myologie et Généton. C'est les Américains qui sont allés en clinique, c'est un enseignement aussi. Que je pense qu'on aurait eu beaucoup de mal à obtenir les autorisations en France pour un tel essai, mais on ne peut que se réjouir de cette avancée qui va bénéficier à l'ensemble de la communauté scientifique.